parcours, je suis historien de formation et je m'intéresse à l'ufologie, donc à l'étude entre guillemets du phénomène OVNI depuis 45 ans à peu près. J'ai écrit en 1978 les apparitions d'humanoïdes qui sont épuisées depuis longtemps. Le livre est très recherché, mais il est devenu très rare. Et l'année dernière a été publié un livre qui s'appelle OVNI et conscience, que je n'ai pas écrit, il a été écrit à 7 mains. Et j'ai contribué à ce livre, avec Philippe Guillemont d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se connaît très bien. Et donc je voudrais dire d'abord que ce que je vais exposer maintenant n'est pas du tout une introduction générale à l'ufologie, mais je me suis calqué sur le thème, bien sûr, de cette conférence. Je me mets derrière. Qui touche à la matérialité et à l'immatérialité d'une manière générale, mais ça touche aussi l'ufologie. Ma problématique, c'est que je voudrais tenter d'expliquer comment on en est arrivé là. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, en décembre 2016, on peut proposer un thème pareil, qui touche à l'ufologie. Parce que je vous le dis tout de suite, dans le milieu ufologique... Les poupées de la bouche. Ok. Ça va mieux, là ? Dans le milieu ufologique, un tel thème pourrait susciter immédiatement une levée de bouclier. Et donc mon travail, ça va consister vraiment à vous expliquer comment on a pu en arriver à penser des choses pareilles, comment on a été mis au pied du mur. Il est évident qu'il y a une relation étroite entre les manifestations de ce phénomène, ses évolutions supposées, et l'appréhension qu'en ont eu les hommes au fil du temps. Toutefois, il est certain que quand le phénomène OVNI apparaît médiatiquement parlant juste après-guerre, et je parle de médiatique parce qu'on sait de manière certaine qu'il était là bien avant. Jusqu'à quand ça remonte, je ne peux pas vous le dire, parce que plus on remonte dans le temps, et plus ça devient sujet à caution. Ce que je sais en revanche, c'est que pas plus tard que cet été, nous avons enquêté sur un cas qui a eu lieu le 15 avril 1930, et où le témoin a vu un énorme objet se poser au sol dans la campagne. Il n'a pas été seul à le voir d'ailleurs. Et il n'a pas compris ce qu'il avait vu, évidemment. Il a compris près de 20 ans plus tard, quand la presse en a parlé. Mais sur le coup, il ne savait pas ce qu'il avait vu. Or, cet objet a laissé des traces au sol, déjà en 1930. Donc, ce qui se passe, c'est que le phénomène était là et qu'il a probablement évolué à bas bruit, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'indices nous montrent que dans ces années-là, il a commencé à monter en puissance. Et dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste véritablement à une envolée. Alors, en ufologie, j'ai tendance à employer une formule qui est la suivante. La seule vérité, c'est celle qui remonte du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? En ufologie, si vous constatez les choses de manière la plus lucide possible, elle est constituée, l'ufologie, de 95% d'informations, c'est-à-dire de témoignages avec tout ce que cela suppose. Ces témoignages nous arrivent souvent après coup, des années après, voire des décennies après. Il y a des cas où c'est les petits-fils qui parlent du grand-père qui, après-guerre, avait vu un objet se poser sur le champ, etc. Il faut savoir qu'il y a un brouillage humain très fort aussi, fait de confusion, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de cas, il y a quelques canulars aussi, il y a beaucoup de choses qui rendent l'exercice périlleux, il est difficile de discriminer exactement. Néanmoins, c'est là-dessus que l'on se fonde, sur le témoignage humain. Et les 5% restants, eh bien, c'est des éléments plus objectifs qui sont apparus assez vite aussi, essentiellement des écho-radars, il y en a eu beaucoup tout de suite, et des traces au sol ou sur l'environnement. Le grand public imagine toujours des traces au sol avec un grand cercle. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est un domaine qui est quand même plus vaste. Donc, quand ce phénomène explose médiatiquement, on a coutume de citer la date de juin 1947, c'est la fameuse observation de Kenneth Arnold au Mont Rainier. La presse parle tout de suite de disques volants, et ensuite on va parler de soucoupes. À l'époque, on a aujourd'hui des documents qui ont été déclassifiés depuis environ 20 ans, notamment aux États-Unis,
Et on s'aperçoit que les officiels, c'est-à-dire en clair quelques politiques responsables mais qui sont restés relativement anonymes, beaucoup de généraux de l'US Air Force qui étaient directement impliqués dans cette histoire, et évidemment des gens des services secrets. Tous ces gens-là ont été très inquiets de ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'il faut voir le contexte. On est en plein début de la guerre froide. Et dans ce contexte d'affrontement bipolaire entre les deux blocs, il y a deux autres notions qui sont importantes. La première est assez connue, c'est le début de la course à l'espace. Et là, on sait que les Russes ont de l'avance. Cette avance, ils vont la garder 20-25 ans. Il y a une deuxième notion qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, c'est l'histoire des armes secrètes nazies, dont Jacques Bergier a beaucoup parlé après-guerre, et pour cause, parce qu'il y était mêlé. Le bruit, les rumeurs avec les V1 s'étaient répandus jusque dans les campagnes. Et on a des cas, par exemple, j'ai toujours en tête un cas italien, où le paysan, on est en 1944, il voit un énorme objet, il tombe par hasard sur un énorme objet posé au sol, et puis il se dit tout de suite, oh là 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 là, est-ce que ce ne serait pas ces histoires d'armes secrètes? Mais là, je risque ma peau. Donc il est reparti tout doucement sur la pointe des pieds, il n'a même pas vu l'objet décoller, rien du tout. Ça veut simplement dire qu'en 1944, même dans des campagnes reculées, la rumeur était allée plus vite et avait touché à peu près tout le monde. Les Américains ont beaucoup consulté pendant un an et demi, parce qu'ils ont été inquiets. Vu les performances de ces disques, il y avait de quoi être inquiet. Et ils se sont imaginés que c'était une arme, un prototype, des prototypes soviétiques. Ce qui est marrant, c'est qu'à la même époque, les Russes pensaient à la même chose. Ils ont consulté, notamment le milieu scientifique, qui dès le départ a été extrêmement hostile pour des raisons précises, et qui est toujours resté, quoi qu'ils en disent, et ça a été même crescendo. Et finalement, au bout d'un an et demi, ils se sont un petit peu rassurés. On a une lettre d'un général américain qui est assez révélatrice. Il dit, tous les retours d'information montrent que ce n'est pas les Russes. Je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas nous. Donc si ce n'est pas nous, ce n'est pas les Russes. Il faut être logique, ça ne peut venir que d'outre-espace. Il disait comme ça à l'époque. Pour le grand public, qui lui, dès 1947, était sensibilisé, il n'y a jamais eu la moindre interrogation, le moindre doute. C'était extraterrestre. Ça venait d'outre-espace, c'était interplanétaire, on disait comme ça aussi. Et tout de suite, il y a eu des rassemblements qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui en ufologie des veillées, mais sur la dimension américaine, à grande échelle. Et dans ces gens-là, il y a eu des gens, une minorité, qui a commencé à s'intéresser à ça de près, mais d'une manière active. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va aller voir les témoins, on va faire des enquêtes, on va essayer d'étudier ça de près. Et ce sont bien sûr les futurs ufologues, qu'on n'appelait pas du tout comme ça à l'époque, on les appelait les soucoupistes, avec une notion évidemment très péjorative derrière. La connotation était... c'était des hurluberlus, quoi, en clair. Et c'est comme ça que tout est parti. Et c'est à ce moment-là précis qu'apparaît, par la force des choses, un modèle qu'on pourrait appeler une grille d'interprétation qui va se fonder sur pas deux constats, mais deux certitudes. La première, donc, c'est que c'est extraterrestre, j'en ai parlé. La deuxième, c'est que ces objets sont matériels. Pourquoi a-t-on cette certitude? D'abord parce qu'ils ont une apparence matérielle. À l'époque, il y a beaucoup plus d'observations diurnes de jour qu'aujourd'hui. Et ces disques ont une apparence d'aluminium brossé ou d'acier poli, un peu comme nos avions de l'époque. Je parle des avions civils. Rappelez-vous, les Nord Atlas, le Constellation, par exemple, c'était des avions qui n'étaient pas peints. Ils brillaient au soleil. Donc, déjà, l'apparence est matérielle. Ensuite, très très vite, on a des indiscrétions venant d'opérateurs radars, soit civils, soit militaires, comme quoi il y a des éco-radars associés. Alors les militaires ont tenté de mettre le boisseau là-dessus, mais évidemment, ça a filtré. Donc ça, c'est un élément qui vient renforcer cette certitude. Et puis on commence déjà à l'époque à entendre parler d'atterrissage avec éventuellement des ronds dans les airs, des traces. Donc il n'y a aucun doute, c'est matériel. À ce moment-là se met en place donc cette idée que nous serions visités, peut-être, par une civilisation extraterrestre, mais l'idée c'est que ils ne sont pas trop loin de nous. Parce que
chacun sait bien les distances inouïes dans l'univers. Et on imagine à ce moment-là que ça vient sans doute d'un système solaire voisin. Bon, Alpha du Centaure, c'est le plus près, c'est quand même pas la porte à côté non plus. Mais il y a cette idée-là. Sur le plan de la physique, maintenant, on comprend aussi qu'ils ont une physique plus développée que la nôtre. La preuve, ils sont là, nous on n'y est pas. Et puis ces disques ont des performances extraordinaires. Mais il y a aussi l'idée un peu sous-jacente, même si ce n'est pas nettement affirmé, que c'est une physique à laquelle on pourrait se raccrocher avec quelques progrès, quelques efforts et quelques décennies de travaux, si vous voulez. Ça ne paraît pas si loin que ça, quand même. On peut faire l'effort. La preuve en est que dès les années 50, il va y avoir des essais, des livres, sur la pseudo-propulsion des ovnis. Ça intéresse beaucoup et on pense qu'on arrive à raccrocher comme ça dessus. Donc, ce modèle va prendre un nom, c'est l'hypothèse extraterrestre au premier degré, qui est appelée aussi parfois Tollet-Boulon, ce qui veut bien dire son nom. On a affaire à quelque chose de purement matériel. Et ce modèle va connaître un succès planétaire, parce qu'on s'aperçoit très vite que le phénomène est planétaire, c'est un peu la mondialisation avant la lettre, et il va être à peu près partagé partout sur la planète, à 99%, disons. Et il va connaître un règne sans partage, je dirais, pendant à peu près une trentaine d'années. Personne ne pensera une seconde à sortir de ce modèle. Les priorités ne sont pas là de toute façon. Les priorités un petit peu utopistes et naïves à l'époque, c'est de se faire reconnaître par la science, de faire reconnaître ce phénomène par la science. C'est ça l'idée générale. Le modèle paraît cohérent. On va voir que la pression des événements et des témoignages qui remontent du terrain vont petit à petit mettre en cause ce modèle. Avant d'en venir là, je voudrais attirer votre attention sur trois notions qui sont absolument fondamentales en ufologie, quand on veut justement quitter un peu le terrain et entamer une certaine réflexion sur les matériaux qui remontent. La première notion, je viens d'en parler, je vais vous en redire un mot, c'est cette fameuse grille d'interprétation. La deuxième notion, c'est la notion d'incommensurabilité. Et la troisième, c'est le problème des caractéristiques liées à ce phénomène. Ces trois notions sont étroitement mêlées et s'influencent l'une l'autre. Si on ne les a pas sans arrêt à l'esprit, vous ne pouvez pas entamer une réflexion sur ces sujets. C'est aussi simple que ça, parce que vous y reviendrez toujours à un moment ou à un autre. Voilà. La grille d'interprétation d'abord. D'où vient-elle cette grille? Elle ne tombe pas du ciel, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Elle est le résultat de la culture, d'une culture. Certains parlent de champ anthropologique. Ils veulent dire par là l'ensemble des cultures avec tout ce qu'elles véhiculent de préjugés, de croyances, et surtout le fameux paradigme, c'est-à-dire le système de représentation du monde, de l'univers et de la réalité, paradigme qui nous est donné par la science et qui est en évolution permanente. C'est ça le champ anthropologique. Ce champ anthropologique, il faut comprendre qu'il est borné par un horizon. Cet horizon concerne l'épuisement de notre culture et l'avancée extrême de nos travaux scientifiques, de la compréhension que nous avons du monde, automatiquement. Qu'y a-t-il au-delà de cet horizon? Il est certain qu'il est très difficile d'y aller. Quelques esprits brillants le peuvent, parfois. On appelle cela de la prospective, ou sur un plan littéraire, ça s'appelle de l'anticipation ou de la science-fiction. Mais au-delà encore, se trouve un vide absolument incommensurable. Et Aimé Michel, que j'ai connu, m'a dit un jour, mon petit gars, il faut bien que tu comprennes quelque chose. Si les ovnis, si ce phénomène vient de ce vide-là, nous ne pourrons jamais le comprendre pour une raison précise. Nous ne pouvons pas le penser. Effectivement, faites cette expérience intellectuelle, prenez un homme du Moyen-Âge, transportez-le ici. D'abord, il deviendrait à peu près fou très rapidement de ce qu'il verrait, mais mettez-vous dans la peau, essayez de lui expliquer comment marche une télévision, comment marche un téléphone, mais autant lui parler chinois. Il n'a absolument pas les concepts pour pouvoir vous comprendre. Or là,
on parle seulement de 600-700 ans de décalage, et on parle surtout de deux individus de la même espèce. Imaginez maintenant une espèce différente, en restant dans l'hypothèse extraterrestre, bien sûr, et qui aurait 3, 4, 5 000 ans d'avance sur nous, ce qui n'est rien. C'est zéro au niveau du temps universel, c'est un clin d'œil. Alors là, effectivement, vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner. Tout simplement, on ne pourrait pas comprendre ce qui se passe. Certains disent qu'on ne pourrait même pas le percevoir correctement. En tout cas, cet exemple vous montre l'irruption de ce qu'on appelle le taux d'incommensurabilité, qui par nature ne peut pas être calculé. Mais il faut comprendre que ce taux d'incommensurabilité a une relation étroite et inversement proportionnelle avec la grille d'analyse, avec la grille d'interprétation. Si le taux d'incommensurabilité est bien à 100%, notre grille est à 0%. En taux de pertinence, elle est à 0%. Ça veut dire en clair, je vais être un peu dur peut-être, que cette conférence que je suis en train de vous dire n'a pas le moindre sens. Il existe à peu près 600 livres sur les ovnis en français et des milliers dans le monde. Vous pouvez tous les mettre à la poubelle. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot qui a le moindre sens. C'est ça la réalité des choses. Alors, c'est une vision qui est un peu pessimiste peut-être. Pour ma part, j'ai une opinion là-dessus. Je pense que le taux de pertinence de la grille d'interprétation évolue entre 1 et 10%. 15% serait une hypothèse extraordinairement optimiste. Et pourquoi je pense ça? Sur quoi je me fonde, puisque a priori on ne peut pas calculer ce taux? Eh bien, on a quand même un moyen un peu détourné de savoir. Et c'est là qu'intervient la troisième notion, l'étude des caractéristiques de ce phénomène. Ces caractéristiques ont émergé, soit tout de suite, soit sur le temps long. Je rappelle qu'on a à peu près une profondeur historique de 70 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc un certain nombre de caractéristiques ont émergé. Et alors, moi personnellement, j'en isole 5. Si une seulement de ces caractéristiques, je pouvais là vous affirmer, bon, effectivement, peut-être que ça nous parle un peu, avec un petit effort, avec quelques décennies de travaux, on arriverait à raccrocher, à comprendre quelque chose, je vous dirais oui, on est peut-être autour de 15%. Mais à mon humble avis, c'est pas ça. Ça n'en prend pas le chemin. Il faut déjà que je vous définisse ce que c'est qu'une caractéristique en ufologie. Vous avez deux sortes de choses. Vous avez des anomalies et des caractéristiques. Qu'est-ce qui les différencie? Le taux statistique, tout simplement. Une caractéristique, elle est structurellement inhérente au phénomène, ce qui veut dire que entre 90 et 100% des apparitions, elle se manifeste. Elle est là. Une anomalie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus limité statistiquement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Il y a des anomalies extrêmement signifiantes en ufologie, peut-être plus que les caractéristiques d'ailleurs. Mais elles restent à un taux... Bon, je vais vous parler de la plus puissante d'entre elles. Je vous en parlerai, je vous en dirai un mot tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle l'effet dose. L'effet dose concerne à peu près 20% des observations rapprochées, qui elles-mêmes ne sont que 15% de l'ensemble des observations. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même taux statistique. Voilà en gros comment on peut les différencier. La première caractéristique, vous la connaissez tous. Elle est consubstantielle au phénomène et elle apparaît dès qu'il apparaît. C'est les évolutions hors normes de ces objets, capables d'accélérer de 0 à 8000 km/h en une fraction de seconde et sans banque supersonique, capable de virer à angle droit à ces vitesses-là, ce qui est totalement antinomique des lois de la nature et de la physique telles qu'on les connaît, évidemment. Et surtout, ce curieux fonctionnement qui a été très 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 souvent rapporté, où il y a un problème visiblement avec la gravité. Ces objets n'ont pas d'inertie, n'ont pas de masse. Alors dit comme ça, bon, c'est connu en plus, mais je vous garantis une chose. Quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, et ça a été mon cas, j'ai fait une seule observation, vous n'aurez aucun doute
pour une simple raison, hein, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas prendre un satellite, un météore ou je ne sais pas quoi, pour ce qu'il n'est pas. Là, non seulement vous aurez un malaise parce que rien depuis votre enfance dans votre environnement ne vous aura jamais préparé à ce que vous allez voir, et c'est au point que vous ne trouverez même pas les mots pour le qualifier. Moi, ce que j'ai vu, ça fait 40 ans, et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas satisfait des définitions que je donne. Je n'arrive pas à... Alors j'emploie des métaphores, évidemment. Hein. Il dansait, il flottait, c'était comme s'il sautait. C'est ce qu'avait dit Kenneth Arnold, hein, d'ailleurs. Il avait vu ces espèces, c'était pas des disques hein, qu'il a vu, c'est des espèces d'ailes volantes qui étaient arrondies. Il avait dit c'était comme des galets qu'on aurait jetés sur l'eau et qui flottaient comme ça. Bon, vous voyez, on utilise des métaphores, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, elle est apparue assez rapidement aussi, même si les statistiques ont déboulé assez tard. C'est le problème lumineux. Ces manifestations sont toujours assorties de phénomènes lumineux, très divers, très variés. Tout le monde a entendu parler de ces fameux rayons de lumière solide qui se courbent parfois à angle droit, qui servent à un tas de choses, mais ça, c'est une minorité. La plupart du temps, il s'agit de halos qui entourent l'objet. L'objet est carrément lumineux lui-même, c'est très très fréquent aussi. Et bien sûr, très souvent, il y a des lumières, des spots, un peu comme sur un avion, mais capables de déployer une énergie absolument colossale. On a vu au Brésil une vallée illuminée de nuit par un ovni, illuminée comme en plein jour. Donc c'est une source d'énergie absolument prodigieuse de pouvoir faire une chose pareille. Le taux statistique de ce problème de la luminosité est de l'ordre de 95-96% des apparitions, ce qui est énorme. Au début des années 60, ceux qu'on appelle maintenant des ufologues commencent à s'organiser, c'est-à-dire qu'ils se mettent en réseau, ils font preuve d'un petit peu plus de méthode, et ils vont opérer des classements. N'imaginez rien d'informatique, ça n'existe pas à l'époque, hein. C'est la fiche Bristol.